Rutshuru, petit à petit, la situation revient au calme dans cette partie du pays après l'attaque d'un groupe rebelle identifié comme des rebelles M23, une attaque qui a occasionné des déplacements des populations vers l'Ouganda. C'est une maladie non encore identifiée qui tue des enfants de 0 à 5 ans au Kwilu. En 2 mois, on compte plus de 250 décès, dont au moins 480 malades pris en charge par les autorités locales. Le point dans cette édition. Lutte contre le réchauffement climatique, le monde tend vers des véhicules à zéro émission de gaz à effet de serre. Un accord de taille dédié au transport est signé ce mercredi à Glasgow. Et puis éliminatoire mondial Qatar, J-1 pour le match contre la Tanzanie. Le réalisme s'impose pour ce rendez-vous prévu le 11 novembre. La sélection congolaise s'est livrée en conférence de presse d'avant-match. Le point sur l'actualité, bienvenue au 13h. La situation est revenue à la normale à Rutshuru, théâtre hier d'une attaque d'un groupe rebelle identifié comme des rebelles M23. Cet assaut a occasionné des déplacements des populations qui se sont réfugiées en Ouganda. Le point de la situation avec notre correspondant à Goma, Pacheco Kavundama. Alors, ce qu'il faut savoir sur la situation de Rutshuru est que le calme est déjà de retour dans plusieurs villages du territoire de Rutshuru. Ici, je parle notamment du village de Runyoni et celui de Shanju, 2 villages qui avaient été la cible d'une attaque d'hommes armés qualifiés d'anciens combattants proches de la rébellion du M23. Et là, c'était le dimanche dernier, toute la soirée et dans la matinée du lundi. Les habitants qui avaient fui cette attaque vers l'Ouganda ont déjà commencé à regagner leur milieu d'origine selon les sources locales contactées ces jours. Et selon même l'administrateur militaire de ce territoire, au moins 60% de la population ayant fui ces combats ont déjà regagné leur milieu d'origine. Il a aussi demandé à ceux-là qui traînent de revenir, car la situation est déjà sous contrôle, de regagner aussi leur milieu d'origine. Et cet appel a été aussi relayé par les caucus des députés provinciaux élus du territoire de Rutshuru. Une déclaration rendue publique mardi à Goma, ils ont encouragé les forces armées de la RDC pour avoir maîtrisé la situation et ont également demandé à la population de regagner leur milieu, mais toutefois ils insistent sur la vigilance. Ils demandent aux habitants du territoire de Rutshuru qui commencent à regagner d'être vigilants. Voilà ce qu'on peut retenir de la situation actuelle des récents événements qui se sont passés dans le territoire de Rutshuru. Et puis les habitants du village de Orio se plaignent de la fréquence des incursions des militaires habillés en tenue de l'armée ougandaise située à près de 20 km de Mahagi dans la province de l'Ituri. La société civile de cette partie du territoire national congolaise a accordé demande plutôt aux autorités congolaises d'accorder une attention particulière à cette situation qui a coûté des vies lors de ces incursions sur le sol congolais. Ici, Eliezer Pitois nous en dit un peu plus. Le village de Uriwo est situé à environ 20 km de la commune rurale de Maragi, dans la chefferie de Warpalara, une entité en pleine frontière congolo-ougandaise. Depuis quelque temps, théâtre d'incursions et tempestives des militaires ougandais UPDF. Le 2 novembre dernier, ces éléments de l'armée étrangère ont pris d'assaut cette partie du territoire de Maragi et ont appréhendé 6 citoyens congolais. Leur libération a coûté à chacun 300 000 shillings ougandais, l'équivalent de 180 000 francs congolais. Le dernier cas en date remonte à la journée de ce lundi 8 novembre 2021. Plusieurs sources sur place parlent d'une brève incursion qui a duré quelques heures. Aucun acte d'arrestation ni de troubles n'a été signalé. Cependant, la population reste paniquée. Quelques mouvements de déplacement s'observent dans la région. Une situation largement condamnée par certaines organisations citoyennes et des cadres politiques aussi bien du territoire des Maragi que de la province de l'Ituri. Les uns dénoncent un silence inquiétant de la part des autorités congolaises. Les autres haussent les tons sur la violation par la République ougandaise de l'accord de Ngurdoto signé en septembre 2007 en Tanzanie. Un accord bâti sur l'amélioration des relations entre les deux pays. Il faut dire qu'un élu du territoire des Mahagi vient de saisir le ministre congolais de l'Intérieur sur cette question. Les regards sont donc tournés vers Kinshasa qui doit, selon certains
certains observateurs demander à Kampala des explications sur cette violation du territoire national. Question de ramener la quiétude dans cette partie du pays en plein état de siège. Isabelle Tchombe veut réconcilier les artistes musiciens et les combattants de France. La nouvelle ambassadrice de la RDC en France a fait part de son initiative au président du Sénat, Modeste Bahati, qu'il a reçu hier mardi au Palais du Peuple. Auprès du président du Sénat, l'ambassadrice Isabelle Tchombe dit être venue recevoir des conseils avant d'aller assumer ses nouvelles charges en France. Une opportunité pour elle d'annoncer à Modeste Bahati Lukwebo son ambition de réconcilier les artistes musiciens et une partie de la diaspora congolaise qui bloque les productions culturelles en France, une véritable menace à la culture congolaise. Je crois que dans ce travail de réconciliation, il y a un dialogue qui doit s'amorcer avec la diaspora et je pense que nous allons pouvoir faire de notre mieux, en tout cas pour œuvrer pour que ce dialogue soit rétabli et que nos artistes puissent se produire à l'extérieur et particulièrement en France à l'aise. Ensuite, le président du Sénat a reçu l'ambassadeur de la République du Congo. Au menu, les relations bilatérales entre les deux Congos. L'ambassadeur Yandoma fait mission, quitte la RDC sous un ciel bleu entre Kinshasa et Brazzaville. Quant à la commission mixte défense et sécurité, Assemblée nationale Sénat, elle est venue lui faire part des échanges qu'elle a eus avec la délégation des parlementaires belges conduite par André Flao. Échanges qui ont tourné autour de la reprise de partenariats en matière de défense entre la RDC et la Belgique. Il est ressort de cette diplomatie parlementaire que la partie belge a décidé d'accompagner le gouvernement congolais pour conclure un partenariat digne de renforcer les capacités de l'armée congolaise. Et au Kwilu, je le disais en titre, dans le territoire de Gungu, la situation sanitaire reste préoccupante. On parle des enfants de 0 à 5 ans qui périssent en masse de suite d'une maladie inconnue. En 2 mois, on dénombre plus de 250 décès, dont au moins 480 malades pris en charge par les autorités locales. Pour en parler, nous sommes justement en direct avec le chef de division provinciale de santé au Kwilu, le docteur Jean-Pierre Bassaké Kalima. Bonjour docteur, comment se présente la situation à ce jour ? En date du 14 et 15 octobre, il avait déjà plus de 263-64 enfants qui étaient décédés. Et donc, il a mis en place une riposte. Il a rappelé, sans oublier que vous savez, nous sommes dans une période où la grève est presque généralisée. Et par endroits, grève sèche, les portes des centres de santé étatiques surtout fermées. Et donc, on n'avait pas ces informations des cas. Et il n'y avait que le décès dans la communauté. Et donc, ça nous a réveillés. La province aussi n'avait pas traîné. Avec les coups de pouce de l'Assemblée provinciale sur l'exécutif, nous avions été mandatés par le gouverneur de province, honorable Willy Tchunda-Lassan, pour rassurer et motiver la zone de santé de Mukedi, précisément le territoire de Gungu entamé, mais c'est la zone de santé de Mukedi où il y avait les cas, avec un fond aussi sur un conflit coutumier. Et le premier recours ne se faisait que soit à automédication, soit recours aux médicaments de qualité douteuse. Et donc, nous avions amené les médicaments de la CDR Kamebassou. Et une fois que l'enfant a pris ses paracétamol et les antipaludéens amenés, les enfants transpiraient tout de suite et la fièvre était baissée. Et donc, il n'y a presque plus d'anémie. Et donc, pendant les 2 premiers jours, comme la maladie était déjà suffisamment perturbée, la santé des enfants, nous avions trouvé autour de 4662 cas, dont il y avait 286 décès. Alors, du 14 octobre à ce jour, pouvons-nous savoir de quelle maladie s'agit-il exactement? Fièvre. L'enfant se présente d'abord avec la fièvre et après c'est l'anémie. Mais partout où nous avions organisé la lutte, quand on fait les TD les foutus, donc les tests de dépistage rapide contre la malaria. Et donc cela montre d'abord que c'est la malaria qui est mal soignée au départ et qui aboutissait à l'anémie.
mais il y avait aussi la diarrhée, et nous savons que la malaria forme digestive existe. Mais nous avions été émerveillés de l'incidence qui est très élevée, et ça fait que nous pensons qu'en dehors de la malaria, il doit y avoir quelque chose autre qui est en soubassement. Et donc nous avons prélevé aussi des échantillons, tant de sang que de sel, et ça y est à l'INRB. Depuis le 7 novembre, il y avait aussi un lot avant, fait par notre partenaire FDSS. Et donc ce sont ces résultats-là des échantillons ramenés à l'INRB qui pourront nous départager pour dire qu'en dehors de Pali, il y a un autre. Mais l'incidence est multipliée par 5, c'est-à-dire fièvre et anémie, fièvre, douleur abdominale, diarrhée. Et donc, mais déjà, depuis notre venue de premier et jusqu'aujourd'hui, nous sommes les 10. Les cas ont presque doublé, mais les décès, la létalité est presque rendue à moins de 0%. Docteur Pierre Bassaki Kalema, merci pour toutes ces précisions. Et dans le Congo, une motion de défiance est initiée contre le gouverneur Jean Petit-Petit pour plusieurs griefs, notamment le manque de leadership, abus du pouvoir, détournement des deniers publics et aussi la mégestion. Cette motion co-signée par 4 députés dont Anissé Mbangala, Edouard Maïkwango, Socrate, Kangulumba et Odon Mukenzi est signifiée au chef de l'exécutif provincial depuis hier mardi à Kenge, et le gouverneur Jean Petit-Petit est attendu ce jeudi à 11h à la plénière de l'Assemblée provinciale pour présenter ses moyens de défense. À Mbujimaï, au Kasaï oriental, marche de soutien aux efforts du président de la République, Félix Tshisekedi, notamment dans sa recherche du retour de la paix dans la partie est de la RDC. Les forces vives exhortent cependant le chef de l'État à s'impliquer personnellement pour la relance effective de la société minière de Bakwanga Miba par le décaissement de 40 millions de dollars américains dont c'est que l'État congolais doit à cette entreprise minière, autrefois considérée comme le poumon économique de l'espace Grand Kasaï. Sur invitation du député national Eric Ngalola Ilunga, les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social et ceux du Rassemblement des démocrates tshisekédistes se sont joints aux forces vives de la province pour apporter un soutien sans faille aux efforts du président de la République Félix Tshisekedi et à toutes les institutions. Il est en train, avec l'aide de Dieu, de remettre le pays sur les rails. C'est pour ça, ici chez nous, au Kasaï oriental, nous manifestons notre soutien et nous demandons au bon Dieu de continuer à le soutenir. Parti du croisement des avenues Inga et Laurent Désiré Kabila, cette marche a eu pour point de chute le gouvernorat du Kasaï oriental. Dans leur mémo, outre les soutiens, les forces vives de la province ont tenu à rappeler au chef de l'État congolais la plus grande priorité de tous les Kasaïens, à savoir la relance effective de la société minière des Bakwanga Miba, autrefois poumon économique de tout l'espace Grand Kasaï, aujourd'hui ombre d'elle-même. Nous demandons de s'impliquer personnellement pour la relance effective de la société minière de Bakwanga Miba, étant la mère nourricière de notre province avec les décaissements de 40 millions de dollars américains sur la créance de l'État congolais envers la Miba. Nous demandons également au président de la République de tout faire pour que la SACIM paye le droit de terre à la Miba qui a été dépossédé injustement par l'État congolais de ses réserves les plus stratégiques. La population du Kasaï oriental a aussi salué la gratuité de l'enseignement de base qui a permis à un bon nombre d'enfants de retrouver les chemins de l'école. COP26, un accord de taille dédié au transport est signé ce mercredi à Glasgow. C'est peut-être pour bientôt les véhicules à zéro émission de gaz à effet de serre. Plusieurs pays fabricants d'automobiles et entreprises s'engagent à cesser les ventes et la production des voitures diesel et essence. D'ici 2035-2040 au plus tard, les pays signataires s'engagent à ce que toutes les voitures et camionnettes en vente sur les territoires soient des véhicules zéro émission des gaz à effet de serre.
Pour l'instant, seules les ventes des véhicules légers neufs sont concernées. Les marchés émergents et les pays en voie de développement n'ont pas d'engagement si drastique, mais l'accord stipule qu'ils doivent travailler rapidement et à grande échelle au déploiement des véhicules zéro émission. La liste des signataires n'est pas encore finalisée, mais parmi eux, pour l'instant 30 pays, l'Inde, la Turquie, le Canada, le Royaume-Uni ou encore la Pologne y figurent notamment. Elle devait être connue dans son ensemble dans les heures qui suivent. Des fabricants comme Ford, General Motors ou Mercedes s'engagent également à ne vendre plus que des véhicules zéro émission d'ici à 2035. Enfin, l'accord doit être signé par des grandes entreprises utilisant des flottes de véhicules importantes. C'est le cas d'Uber, Ikea ou Unilever. Si des acteurs majeurs du secteur manquent à l'appel, ces engagements restent considérables. Les transports sont responsables d'un 5e des émissions des gaz à effet de serre. Et selon une étude de l'ONG International Council on Clean Transportation en 2015, la pollution qu'ils ont engendrée a tué prématurément 385 000 personnes dans le monde. 9e jeu de la francophonie Kinshasa 2022. Le plan de travail a été présenté au chef de l'État mardi par le président du comité d'organisation. La rapidité de la mise en place des équipes professionnelles et un travail en collaboration avec les experts de l'Organisation internationale de la francophonie est souhaité. Le 9e jeu de la francophonie auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo en août 2022. Pour ce faire, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce mardi 9 novembre dans son bureau de travail à la Cité de l'Union africaine la nouvelle équipe récemment nommée. Conduit par son directeur national Isidore Ngwanja Ngembo, le comité national de 9e jeu de la francophonie en RDC est venu présenter au chef de l'État le plan de travail de ce grand événement mondial qui se tiendra à Kinshasa. Isidore Ngwanja dit avoir reçu du président de la République Félix Tshisekedi et du gouvernement Samalou Kondé un soutien ferme, mais aussi tout le moyen nécessaire pour réussir cet événement. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et du directeur de cabinet du président de la République Guilain Niembo. On va rapidement mettre en place des équipes. On va travailler avec les professionnels, on va travailler en collaboration avec l'OIF qui va nous détacher des spécialistes pour que nous puissions avancer rapidement. Et puis le gouvernement, tout le gouvernement est très impliqué dans l'accompagnement pour que nous puissions rapidement organiser ces Jeux comme il a été prévu. C'est un événement important pour la RDC. Et c'est pour nous une occasion de montrer au monde entier que nous avons la capacité d'organiser des événements internationaux et que si nous réussissons à organiser ces Jeux de la francophonie, nous aurons la possibilité demain après-demain de prétendre organiser par exemple la Coupe d'Afrique, ainsi de suite. Donc c'est un événement diplomatique, mais c'est aussi un événement économique parce qu'il y a des retombées économiques. Nous sommes confiants parce que les autorités sont confiantes. C'est depuis ce lundi 9 novembre 2021 que cette nouvelle équipe dirigeante a pris la commande de l'organisation du 9e jeu de la francophonie en RDC. Et en sport, le championnat de la Vodacom Première Ligue se poursuit ce mercredi avec 2 matchs à Kinshasa. Après sa victoire face au Racing Club de Kinshasa, le FC Saint-Éloi, Lupopo sera reçu par la jeunesse sportive de Kinshasa au stade des Martyrs. Sur cette même pelouse, RCK jouera des Sampé. Et puis éliminatoire mondial 2022, J-1 pour le match Tanzanie-RDC, comptant pour la 5e journée de ces éliminatoires à Dar es Salaam. Depuis quelques jours, les Léopards effectuent leur dernier réglage ce mercredi et en conférence de presse d'avant-match, Hector Cooper et Dieu merci Mbokani comptent sur le réalisme sur terrain pour gagner et arracher 3 points avant le dernier duel face au Bénin. 3e, avec 5 points derrière le Bénin et la Tanzanie, la RDC va jouer son va-tout ce jeudi au stade Mfaka de Dar es Salaam. Auteur d'un doublé sur les 4 buts des Léopards depuis les 2 buts de la campagne, Dieu merci Mbokani Mbezwa reconnaît la lourde tâche qui les attend. C'est le plus important que nous sommes ensemble à nous tous, parce que c'est comme la famille.
Et voilà, pour moi, je suis plus formé à l'équipe nationale. Dans mon rôle, c'est pour encadrer les joueurs qui viennent. Même détermination pour les sélectionneurs Hector Cooper après le nul d'un but partout à la maison face au Taifa Stars. Chaque fois, je dis on doit avoir une action A et une action B. Et nous allons faire ce que nous pensons qui peut nous donner la victoire. Et le plus important, c'est d'avoir une équipe. Et on avait d'autres joueurs qui devaient venir et qui n'ont pas pu venir. L'idée concrète, c'est ce que nous allons préparer et qui peut avoir un changement par rapport au match que nous avons joué contre la Tanzanie au Congo. Et il peut y avoir un changement différent. Tanzanie-RDC, un match de tous les enjeux pour les Congolais en quête de la première place du groupe pour espérer une qualification au prochain tour des éliminatoires au Mondial Qatar 2022. Et en culture, vive réaction sur la toile et sur différentes chaînes de télévision et radio après la suspension par la Commission nationale de censure des chansons intitulées Ninito Salité et la lettre à Yachichi. Le gouvernement de la République, par le biais de son porte-parole Patrick Mouyaya, s'est dédouané, déclinant la responsabilité de cette prise de décision. Et la Commission de censure, à son tour, prise en étau, recourt à un rétropédalage annonçant la levée de la mesure dans quelques heures. Écoutez Didier Kelokilo, inspecteur de la Commission nationale de censure, qui s'exprimait sur la radio Top Congo. C'est normal que ça puisse susciter des réactions parce que peut-être que non, la mesure n'a pas été comprise au niveau des consommateurs. La décision a été motivée par le fait que le groupe, je crois, Impair, déjà en son temps avait sorti une chanson, c'était et que c'était toujours en violation des dispositions des articles 5 de la commission qui stipule que nul ne pouvait diffuser une chanson nouvelle ou ancienne si elle n'a pas reçu une autorisation préalable de la commission. Donc la chanson devait passer par la commission avant toute diffusion. Et curieusement, il y a encore une chanson qui est sortie dans les mêmes conditions et raison pour laquelle on a suspendu. Ils étaient déjà là aujourd'hui. On leur avait demandé de passer demain à 11h et que dans l'avenir, parce qu'ils ont dit qu'ils ignoraient cette disposition, on leur a fait comprendre que non, ils connaissaient déjà cette loi et qu'ils devaient, dans l'avenir, se conformer aux dispositions de la loi, des textes régissant la commission. Toutes ces chansons-là ne sont pas passées par la censure. Il n'y a pas que la chanson Ninito Salité. Il y a la chanson, il y a d'autres d'ailleurs qu'on devait examiner demain pour se prononcer là-dessus. Mais pour le cas d'espèce, les deux là, il y a le groupe Impair qui est passé. Et je crois que demain déjà, à la première heure, la musique sera levée. Il y aura une lettre de levée de mesures qui sera transmise dans toutes les chaînes. Ils est passé pour répondre parce qu'il y avait déjà cette sanction qui était déjà prise. Et comme annoncé, la suspension vient d'être levée et donc les chansons peuvent être utilisées par les chaînes de radio et télévision pour la diffusion. On signale tout de même que ces deux chansons ont été virales à travers les réseaux sociaux en quelques heures seulement. Prenons le rappel des principaux titres. Rutshuru, petit à petit, la situation revient au calme dans cette partie du pays après l'attaque d'un groupe rebelle identifié comme des rebelles M23, une attaque qui a occasionné des déplacements des populations vers l'Ouganda. C'est une maladie non encore identifiée qui tue des enfants de 0 à 5 ans au Kwilu. En 2 mois, on compte plus de 250 décès, dont au moins 480 malades pris en charge par les autorités locales. Le point, vous l'avez eu dans cette édition. Et lutte contre le réchauffement climatique, le monde tend vers des véhicules à zéro émission gaz à effet de serre. Un accord de taille dédié au transport est signé ce mercredi à Glasgow. Éliminatoire mondial Qatar 2022, J-1 pour le match contre la Tanzanie. Le réalisme s'impose pour ce rendez-vous prévu le 11 novembre. La sélection congolaise s'est livrée en conférence de presse d'avant-match. Restez avec nous pour la suite du journal.
Les titres des journaux parus à Kinshasa, l'actualité en ligne à travers le pays et le monde, c'est la revue de presse de Christian Kalonji. Bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, bonjour également à tous ceux qui nous suivent depuis Château-Rouge en France grâce à Télé 50. Eh bien, on commence par le dossier Matata Ponyo en justice. Les avocats de la défense recommandent à la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente. Évidemment, Arlette Boutella, c'était lors de l'audience tenue lundi à la Cour constitutionnelle que la défense de l'ex-premier ministre de la République démocratique du Congo a relevé une série d'exceptions d'incompétence et d'irrécevabilité, pointe le quotidien La Prospérité. Les avocats de Matata Ponyo entendent placer la haute cour devant son devoir de respecter la Constitution et les lois de la République, soit en se déclarant incompétente à traiter la présente action, soit en la décrétant irrécevable. Pour les avocats de Matata, la logique est simple, l'on ne peut opposer devant la Cour constitutionnelle qu'un président de la République et un premier ministre en fonction, ce qui n'est pas le cas pour Matata Ponyo qui est un sénateur. Dans le cadre de l'esprit de la partie accusée, agir à l'encontre de ce principe serait la meilleure façon de consacrer l'injustice par la violation des articles 164 et 165 de la loi fondamentale. Pour l'heure, note actualité.cd, la Cour a pris l'affaire en délibéré pour se prononcer les 15 novembre prochains sur la recevabilité ou non de ces exceptions et fin de non-recevoir. À la une également, interdite hier mardi, les chansons Nini Tosalité du groupe MPR et Lettre à Chichi de Bob Elvis sont autorisées de diffusion. Évidemment, Arlette Boutella, la décision interdisant justement la diffusion de ces deux chansons était prise par la Commission nationale des censures et concernait les radios et télévisions de la République démocratique du Congo, rapporte 7sur7.cd. Elle a justifié sa décision par la violation par ces jeunes artistes du décret numéro 003 du 21 février 1976 portant création de la commission des censures des chansons et des spectacles. Des réactions ont fusé de partout après la décision de la Commission nationale des censures. C'est le cas du secrétaire général de l'Union de l'UDPS via son compte Twitter qui a jugé cette décision d'impopulaire. Je cite, l'UDPS juge impopulaire la décision portant interdiction de la diffusion de la nouvelle chanson du groupe MPR et ne se sont nullement concernés par une telle prise de position de la Commission nationale des censures, rapporte Actu RDC. Il faut souligner que cette décision pourrait être levée dans les prochaines heures puisque selon l'inspecteur de la commission des censures joint par nos confrères de Top Congo, il s'agit plutôt d'une suspension pour non-respect des règles. À en croire Politico.cd, il y aura une lettre de levée des mesures qui sera transmise à toutes les chaînes et aux auteurs, a annoncé sur Top Congo FM l'inspecteur Didi Kelokelo. Arlette Boutella, l'interdiction de ces deux chansons a suscité un tollé dans les chefs de la population qui, en grande majorité, a très mal accueilli cette décision. Une décision prise hier et qui a été levée aujourd'hui. La grande question, c'est est-ce qu'ils ont réellement eu le temps d'écouter les chansons et d'analyser justement pour l'autoriser? Évidemment. Et puis on va aller au Togo. L'opposant au régime en place, Jean-Paul Oumolou, toujours en détention à la gendarmerie. Évidemment, il avait été arrêté à Lomé, dans la capitale togolaise, depuis il y a de cela une semaine par les services de sécurité. Mais jusque-là, aucune charge n'est retenue contre lui, précise Radio France Internationale. Selon son avocat, il devrait être présenté au procureur général incessamment. Depuis sa détention, les partis politiques de l'opposition et la diaspora ne cessent de continuer de réclamer sa libération immédiate. Jean-Paul Oumolou est très connu pour ses vidéos dénonçant le pouvoir de Lomé. Christian Kalonji, grand merci pour cette sélection. Je vous en prie, Arlette Boutella. Et merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité revient dans moins d'1 heure. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.